Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, enfin, et oui, jour important, nous prenons la suite d'Isis dévoilée avec toujours le tome 1, le chapitre 4. Et sur cette vidéo, il est possible que je ne fasse pas l'intégralité du chapitre. Vous savez que c'est très long pour Elena Blavatsky. Donc, je rappelle à tous ceux qui arrivent sur la chaîne sur ce morceau-là qu'il existe les premières vidéos d'Elena Blavatsky sur ce thème, donc pareil sur ce livre, Isis dévoilée toujours. Donc je vous renvoie directement à cette écoute pour ceux qui connaissent et qui prennent la suite. Donc là sur cette vidéo, comme je l'ai dit sur certaines, on va essayer de faire en sorte d'avoir à peu près 1 heure, voire 45 minutes à voir. Il se peut que le chapitre soit découpé en 2 pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, je vous rappelle que la lecture est commentée, qu'il y a peu de découpage, peu de nettoyage. Je vous remercie pour votre tolérance, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, restez toujours dans le respect et en discrétion. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à vous abonner pour avoir la suite des futurs chapitres. C'est parti, donc nous sommes sur le chapitre 4, et là elle va nous mettre une citation. Je choisis le plus noble trait de caractère d'Emerson en citant cette exclamation qui lui échappa, quoiqu'il eût subi divers mécomptes. Je convoite la vérité. La satisfaction du véritable héroïsme illumine le cœur de celui qui est réellement qualifié pour parler ainsi. C'est signé Tyndall. Ensuite, elle nous met une autre citation de Voltaire du Dictionnaire philosophique. Un témoignage est suffisant lorsqu'il repose, premièrement, sur un grand nombre de témoins très conscients s'accordant pour dire qu'ils ont bien vu. Deuxièmement, s'ils sont sains de corps et d'esprit. Troisièmement, impartiaux et désintéressés. Quatrièmement, unanimement d'accord. Cinquièmement, pour certifier solennellement le fait. Il y en a qui devraient en prendre la graine aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va avoir la ventriloquie inconsciente de Babinet. Ensuite, le diable, pilier de la foi. Ensuite, on va avoir causerie intime de Babinet, son chat météorique, tuerie contre de Gasperin, les Faradésiens et de Gasperin. Les Faradésiens et de Gasperin, ok. La force ecténique, c'est bien ça, ecténique du professeur Thury. Le scepticisme provient d'une mauvaise conformation du cerveau. Sauterelle frite cité comme argument contre l'immortalité. Ok, je suis curieuse de voir. La grotte de Lourdes. Huxley définit ce qu'est une preuve. Protestation d'un journal chrétien. Bon, vous vous souvenez, Elena Blavatsky, elle y va pas de main morte, elle règle ses comptes et elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Le comte Agénor ou Agénor, mes excuses pour la prononciation, je ne sais pas, de Gasperin est un protestant convaincu. Sa lutte contre des Mousseau, de Murville et d'autres fanatiques qui attribuent tous les phénomènes spirites à Satan fut longue et rude. 2 volumes de 1500 pages, et plus en résultent. Il prouve les effets, nie la cause et s'épuise en efforts surhumains pour inventer toutes les explications possibles susceptibles d'être suggérées à l'exclusion de la seule qui soit vraie. Le blâme sévère infligé par M. de Gasperin au journal des débats a été lu dans toute l'Europe civilisée. Là nous met une annotation, des tables, volume 1, page 213. L'auteur avait commencé par décrire minutieusement les nombreuses manifestations dont il fut le témoin. Les débats eurent l'impertinence de demander aux autorités françaises l'internement aux incurables de quiconque persistait à croire de telles folies. Après avoir lu la belle analyse des hallucinations spirites publiées par Faraday, « Prenez garde », écrivit en réponse Monsieur de Gasperin. Les représentants des sciences exactes sont en train de devenir les inquisiteurs de notre époque. Les faits sont plus forts que les académies. Rejetés, niés, raillés,
ils n'en sont pas moins les faits et ils existent quand même. Ils existent quand même. C'est-à-dire que voilà, en attendant, les faits sont là. Suivent les affirmations relatives aux phénomènes physiques dont il fut lui-même le témoin ainsi que le professeur Thury. On les trouvera dans l'œuvre volumineuse de M. de Gasperin. Les expérimentateurs ont vu souvent les pieds de la table collés, pour ainsi dire, collés au parquet et, malgré l'excitation des personnes présentes, refusaient de changer de place. C'est-à-dire que, en gros, la table bougeait plus, quoi. Dans d'autres occasions, ils virent des tables s'élever de terre d'une façon très caractérisée. Ils ont entendu de leurs propres oreilles frapper des coups très forts et d'autres très doux. Les premiers faisaient craindre par leur violence que la table ne fût mise en pièces, les autres étaient légers, au point d'être à peine perceptibles. Quant à la lévitation sans contact, nous avons trouvé le moyen de la produire aisément et avec succès, et ces lévitations ne sont pas de résultats isolés. Nous les avons obtenues plus de 30 fois. Alors là, c'est pareil, elle renvoie à des tables, volume 1, page 48. Un jour, la table tourne et lève successivement ses pieds, bien qu'à son poids s'ajoutât celui d'un homme assis sur elle et pesant personnellement 88 kilos. Une autre fois, elle reste immobile sans qu'on puisse la remuer, bien que la personne assise sur elle pèse seulement 60 kilos. Dans une occasion déterminée, nous avions voulu que la table se retournât sans dessus-dessous. Elle se retourna avec les pieds en l'air, bien que nos doigts ne l'eussent pas une seule fois touchée. À aucun moment. Alors là, c'est pareil, elle renvoie vers un livre. Il est certain, remarque de Mirville, qu'un homme, après avoir à plusieurs reprises été témoin d'un phénomène de ce genre, ne pouvait pas accepter la belle analyse du physicien anglais Faraday. Là nous met voir le livre du comte de Mirville, Les Esprits, page 26. Depuis 1850, Desmousseaux et de Mirville, catholiques romains intransigeants, ont publié bien des volumes dont les titres sont adroitement choisis pour attirer l'attention publique. C'est assez marrant, vous voyez, ça se faisait déjà. Ils trahissent de la part de leurs auteurs une très sérieuse inquiétude que, d'ailleurs, ils ne prennent pas la peine de cacher. S'il eût été possible de considérer les phénomènes comme inauthentiques, l'Église de Rome ne se serait pas tant mise en frais pour les combattre. Les deux parties, étant d'accord sur les faits, laissons les sceptiques hors de cause, le public ne pouvait que se partager en deux camps. Dans l'un, ceux qui croient à l'action directe du diable, dans l'autre, ceux qui croient aux esprits désincarnés ou autres. C'est un fait que la théologie redoutait les révélations susceptibles de se produire par cette entremise mystérieuse bien davantage que tous les conflits et que toutes les négations catégoriques dont elle est menacée par la science. Or, oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai quand même qu'au niveau de l'Église, il y a des choses qu'ils ne croient pas ou autres. Enfin, sur ces phénomènes, beaucoup de choses sont reniées. Par contre, sont par manque de preuves ou simplement de validité, de validation, alors que eux-mêmes, dans certaines choses, il n'y a ni preuve ni validation. Donc, or, c'est qu'une question de pouvoir, de toute façon, encore une fois. Enfin, je parle pas de l'ensemble de la religion, hein, je parle de certaines personnes qui dirigent ces ordres, en fin de compte, c'est toujours pareil. Hein. Pas pour rien qu'il y a des hiérarchies aussi. Hein. Alors, or ce fait seul aurait dû suffire pour ouvrir les yeux des plus sceptiques. L'Église de Rome n'a jamais été ni crédule ni lâche. Le machiavélisme, qui caractérise sa politique, en fait foi largement. D'ailleurs, elle ne s'est jamais inquiétée beaucoup au sujet des adroits prestidigitateurs qu'elle savait être tout bonnement des adeptes de jonglerie. Robert Houdin, comte Hamilton et Bosco ont pu dormir tranquillement dans leur lit tandis qu'elle a persécuté des hommes tels que Paracelse, Cagliostro et Mesmer. D'ailleurs, normalement, vous avez un article sur Cagliostro, soit qui est paru, soit qui va paraître. Donc, tels que Paracelse, Cagliostro et Mesmer, les philosophes hermétiques et mystiques, tandis qu'elle a efficacement fait cesser toute manifestation vraie,
d'une nature occulte en tuant tous les médiums. Ceux qui ne croient ni à un diable personnel ni au dogme de l'Église doivent néanmoins accorder à cette dernière une certaine perspicacité, comprendre qu'elle n'irait pas compromettre sa réputation d'infaillibilité en faisant grand cas de manifestations qui, si elles sont frauduleuses, ne peuvent manquer d'être démasquées un jour. Mais le meilleur témoignage en faveur de la réalité de cette force a été fourni par Robert Houdin lui-même. Ce roi des prestidigitateurs fut appelé comme expert par l'Académie pour être témoin de pouvoirs merveilleux, de clairvoyance et erreurs occasionnelles d'une table. Il dit à ce propos: « Nous autres faiseurs de tours, nous ne commettons jamais d'erreur, et ma seconde vue ne m'a jamais trompé. » Le savant astronome Babinet ne fut pas plus heureux quand il choisit comme expert Comte, le célèbre ventriloque, pour témoigner contre les voix directes et les coups frappés. Comte, s'il faut en croire les témoins, éclata de rire au nez de Babinet à la seule suggestion que les coups provenaient d'un ventriloque, d'une ventriloquie inconsciente. Cette théorie, sœur jumelle de la célébration inconsciente, fit rougir les académiciens les plus sceptiques. En effet, son absurdité était par trop évidente, Le problème du surnaturel, dit Gasperin, tel qu'il fut présenté au Moyen-Âge et tel qu'il se pose aujourd'hui, n'est point au nombre de ceux qu'il est permis de dédaigner, ni son entendu, ni sa grandeur n'échappe à personne. En lui, tout est profondément sérieux, tant le mal que le remède, une recrudescence de la superstition et le fait physique qu'il doit finalement l'emporter sur elle. Plus loin, il formule une opinion décisive. Il y est arrivé, vaincu par diverses manifestations. Le nombre des faits qui réclament leur place au grand jour de la vérité a tellement augmenté depuis quelque temps que l'une des deux conséquences suivantes est désormais inévitable. Ou le domaine des sciences naturelles doit accepter et s'élargir lui-même, ou le domaine du surnaturel s'étendra tellement qu'il n'aura plus de limites. Parmi la multitude des livres publiés contre le spiritisme, d'origine catholique et protestante, il n'en est point qui ait produit une sensation aussi grande que les ouvrages de Mirville et des Mousseau. La magie au XIXe siècle, mœurs et pratiques des démons, au phénomène de la magie, les médiateurs de la magie, des esprits et leurs manifestations. Il constitue la bibliographie la plus encyclopédique du diable et de ses suppôts qui, depuis le Moyen-Âge, est paru pour la plus grande joie des catholiques. D'après ces auteurs, celui qui fut, entre guillemets, un menteur et un meurtrier depuis le commencement, était aussi le promoteur principal des phénomènes spirites. Il fut, pendant des milliers d'années, à la tête de la théurgie païenne, et c'est lui encore qui, encouragé par l'hérésie croissante, l'infidélité et l'athéisme, a fait sa réapparition dans le siècle actuel. L'Académie poussa un cri d'indignation et M. de Gasperin prit ses déclarations pour une insulte personnelle même. C'est une déclaration de guerre, une levée de bouclier, écrivit-il, dans son volumineux ouvrage de réfutation. Le livre de M. de Mirville est un véritable manifeste. Je serais heureux de le considérer comme l'expression d'une opinion strictement personnelle, mais en vérité, c'est impossible. Le succès de l'ouvrage, toute d'adhésion solennelle, leur reproduction fidèle par les journaux et les écrivains du parti, la solidarité prouvée entre eux et le corps catholique entier. Tout tend à prouver qu'il s'agit d'un travail qui est essentiellement un acte possédant la valeur d'une œuvre collective. Cela étant, j'ai senti que j'avais un devoir à remplir, et j'ai senti que j'étais obligé de relever le gant, de porter haut et ferme le drapeau du protestantisme contre la bannière ultramondaine. Ça, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est le temps que je m'échauffe un peu, les amis. Puis aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée.
Les facultés de médecine, comme on pouvait le prévoir, assumant le rôle du cœur dans la tragédie grecque, se firent l'écho des plaintes diverses suscitées par les auteurs démonologiques. Les annales médico-physiologiques, éditées par le docteur Brière de Boisson et Cerise, publièrent, alors c'est docteur Brière de Boisson et Cerise, je pense, ou Cerise tout court, publièrent les lignes suivantes. En dehors des controverses des partis en lutte, jamais un auteur dans notre pays n'osa faire face avec une sérénité plus agressive, au sarcasme, au mépris de ce que nous appelons un sens commun, et comme pour défier, pour provoquer en même temps, les explosions de rire et les haussements d'épaules. L'auteur accentue encore son attitude et se posant effrontément devant les membres de l'Académie leur adresse ce qu'il intitule modestement son mémoire sur le diable. Alors là, elle met en référence médico-psychological anal, 1er janvier 1854. Certes, ce fut une insulte mordante pour les académiciens, mais plus d'une fois, en 1850, ils semblent avoir été contraints de souffrir dans leur orgueil plus que beaucoup d'entre eux ne peuvent supporter. Quelle idée que celle d'appeler l'attention des 40 immortels sur les faits et gestes du diable. Ils firent vœu de se venger et, se liguant entre eux, formulèrent une théorie qui surpassait en absurdité même la démonolatrie, excusez-moi, c'est effacé, de Mirville. Le docteur Royer et Joubert de Lamballe, tous deux célèbres en leur genre, tirent alliance et présentèrent à l'Institut un Allemand dont l'adresse, s'il fallait en croire, donnait la clé de tous les bruits et coups produits ou frappés par les tables dans les 2 hémisphères. Excusez-moi, c'est que là il manque vraiment... J'ai des caractères qui sont mal écrits. Enfin, où je vois pas tout. Alors là, elle cite « Nous rougissons, remarque le marquis de Mirville, d'avouer que le tour consiste simplement dans le déplacement répété d'un tendon des muscles des jambes. Grande démonstration du système en séance plénière de l'Institut et, sur place, expression de la gratitude académique pour cette intéressante communication. » Quelques jours après, assurance formelle donnée au public par un professeur de la faculté de médecine que les savants ayant formulé leur opinion, le mystère était enfin éclairci. Ça vient du livre donc de Mirville, Les Esprits. Mais des éclaircissements scientifiques de ce genre n'empêchèrent ni le phénomène de suivre tranquillement son cours, ni les 2 écrivains démonologiques de continuer l'exposition de leur doctrine strictement orthodoxe. Niant que l'Église eut rien de commun avec ces livres, Desmousseaux, comme suite à son mémoire, gratifia gravement l'Académie des pensées intéressantes et profondément philosophiques concernant, et là je vais vous redire, c'est Zaza. Comme vous savez, pour ceux qui me suivent, il y a certains noms, et là on va l'avoir encore plus tard, je le dis qu'une fois, je vous ai dit que lors d'une lecture j'avais eu une petite expérience après, donc là tout simplement parce que c'était rien de grave, rassurez-vous, mais par précaution, ce sera Lulu et Zaza, voilà. Et je mets pas l'intention au moment où je les prononce, donc ce sera à vous de comprendre. En voici un échantillon. Le diable est le pilier fondamental de la foi, et là, oui, là je le prononce parce que c'est quelque chose de généraliste, c'est pas visé, il y a pas un appel sur un nom. Il est un des grands personnages dont l'existence est étroitement liée à celle de l'Église. Et sans le discours si triomphalement sorti de la bouche du serpent, son médium, la chute de l'homme, n'aurait pas pu se produire. Supprimez-le, notre Sauveur, et le crucifié. Le Rédempteur deviendrait tout juste, à nos yeux, le plus ridicule des surnuméraires, et la croix une insulte au bon sens. C'est, là on va avoir entre parenthèses, Chevalier Desmousseaux, mœurs et pratiques des démons. Cet écrivain, rappelez-vous-le, n'est que l'écho fidèle de l'Église qui anatématise, également celui qui nie Dieu et celui qui met en doute l'existence objective de Zaza.
Alors, c'est justement pour ça qu'on a Stanislas de Gaïta et mais plus tard, et également Eliphas Lévy qui ont beaucoup écrit ici, c'est tout simplement pour pas nier ce genre de choses. Parce que là, c'est en doute. Mais le marquis de Mireville pousse encore plus loin cette idée d'après laquelle Dieu serait le partenaire du diable. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. C'est comme le yin et le yang, vous voyez, l'un marche pas sans l'autre. Et puis comme par hasard, il y a un morceau de l'un dans l'autre. D'après lui, c'est une affaire commerciale régulière, l'associé principal, l'aîné, et là elle met entre guillemets partenaire muet, tolère que le commerce actif de la raison sociale soit conduit au gré de son jeune associé dont l'audace et l'activité lui sont profitables. Quelle autre opinion pourrait se faire celui qui lit ces lignes suivantes? On va voir, mais c'est intéressant quand même. Au moment de cette invasion spirite de 1853, si légèrement étudiée, nous avons osé prononcer ces mots. Catastrophe menaçante. Le monde ne daigna pas s'en préoccuper. Mais comme l'histoire nous montre les mêmes symptômes, toutes les époques de désastre, nous avions un pressentiment des tristes effets qu'une loi des Goërs a formulé ainsi, alors volume 5, page 356, ces mystérieuses apparitions ont invariablement annoncé que la main de Dieu s'apprêtait à châtier la terre. Ces mystérieuses apparitions ont invariablement annoncé que la main de Dieu s'apprêtait à châtier la terre. Ah, on galère pas déjà assez quand même. Et c'est intéressant tout ça quand même. De Mireville, des esprits, donc ça vient de là. Ces escarmouches entre les champions du clergé et la matérialiste Académie des sciences prouvent surabondamment combien peu cette dernière a fait. Alors combien peu cette dernière a fait pour détruire le fanatisme aveugle, même dans les esprits des personnes les plus instruites. Oui, vous avez vu que je me coupe un petit peu moins. Et encore là, avec Blavatsky, je me coupe, je fais des montages immédiats un peu plus parce que des fois ces textes sont pas faciles à lire. Et ce qui se passe aussi, c'est que le problème du bouquin là que j'ai, il est pas... j'ai des lettres effacées, donc c'est un peu pénible. Évidemment, la science n'a ni complètement vaincu, ni muselé la théologie. Elle en viendra à bout le jour seulement où elle daignera voir dans un phénomène spirit autre chose qu'une hallucination et qu'un tour de charlatan. Mais comment peut-elle le faire sans étudier à fond la question? Supposons qu'avant l'époque où l'électromagnétisme fut publiquement reconnu, le professeur Ørsted de Copenhague, son inventeur, eut souffert d'une attaque de cette affection que nous nommons psychophobie ou pneumatophobie. Il remarque que le fil métallique, le long duquel passe un courant électrique, manifeste des tendances à faire tourner l'aiguille aimantée de sa position naturelle à une autre position, perpendiculaire cette fois, à la direction du courant. Faisons encore d'autres suppositions. Le professeur a entendu parler de certaines personnes superstitieuses qui se sont servies de ces aiguilles aimantées pour converser avec des intelligences invisibles. Il a su qu'elles avaient reçu des signaux, qu'elles avaient même tenu des conversations suivies avec ces intelligences, à l'aide de ces aiguilles. Figurez-vous, enfin, que le professeur, à la suite de tout cela, ait été soudainement saisi d'horreur scientifique, et de dégoût pour une croyance prouvant tant d'ignorance, et qu'il ait carrément refusé d'avoir rien à faire avec cette damnée aiguille. Que serait-il arrivé? L'électromagnétisme ne serait peut-être pas encore découvert, et nos expérimentateurs auraient été les principales victimes de ce retard. Babinet, Royer, Jobert de Lamballe, tous les trois, membres de l'Institut, se sont particulièrement distingués dans cette lutte entre le scepticisme et le supernaturalisme. Ils n'y ont assurément pas récolté de lauriers. Le célèbre astronome s'est imprudemment aventuré sur le champ de bataille des phénomènes. Il a scientifiquement expliqué les manifestations.
Mais, enhardi par la croyance si chère aux savants que la nouvelle épidémie ne pourrait résister à une sérieuse investigation et qu'elle ne durerait pas une année, il eut l'imprudence d'une plus grande encore de publier 2 articles sur cette question. Si ces 2 articles n'eurent qu'un très maigre succès dans la presse scientifique, ainsi que le fait spirituellement remarqué de Mirville, ils n'en eurent absolument aucun dans la presse quotidienne. M. Babinet commença par accepter a priori la rotation et le mouvement des meubles, fait qu'il déclare, entre parenthèses, hors de doute. Cette rotation, dit-il, peut se manifester avec une énergie considérable, soit par une vitesse très grande, soit par une forte résistance lorsqu'on veut l'arrêter. Donc là, elle renvoie à la revue des 2 mondes du 15 janvier 1854. Vous savez quoi, je vais le noter parce que je vais faire en sorte qu'on la lise un peu plus tard. Ah, ce sera non parce que je me suis aperçue là que, en regardant que celle-ci, la revue des 2 mondes, je n'ai pas cet exemplaire-là. C'est pas très grave, on va continuer. Mais en tout cas, vous avez compris à peu près le principe. Voici maintenant l'explication de l'imminent astronome. Poussé doucement par les petites impulsions concordantes des mains placées sur elle, la table commence à osciller de droite à gauche. Au moment où, après un délai plus ou moins long, une trépidation nerveuse est établie dans les mains, lorsque les impulsions individuelles de tous les assistants se sont harmonisées, la table se met en mouvement. Alors là, elle met encore une annotation, c'est une répétition avec une variante de la théorie de Faraday. Il trouve cela fort complexe car tous les mouvements musculaires sont déterminés dans les corps par des leviers de 3e ordre, pour lesquels le point d'appui est très rapproché du point sur lequel agit la force. D'où par conséquent la grande vitesse communiquée au mobile. Elle est proportionnelle à la très petite distance que la force doit parcourir. Quelques personnes sont étonnées de voir une table soumise à l'action de plusieurs individus bien disposés et agissant avec ensemble, surmonter de puissants obstacles et même briser ses pieds lorsqu'on l'arrête court. Mais cela est fort simple si nous tenons compte de la puissance des petites actions concordantes. Encore une fois, l'explication physique n'offre pas de difficulté. Là, elle renvoie encore à la revue des 2 mondes. Dans cette dissertation, on nous montre clairement 2 résultats. La réalité des phénomènes éprouvés et l'explication scientifique rendit ridicule. Mais M. Babinet peut bien permettre qu'on s'égaie un peu à ses dépens. Il sait, en sa qualité d'astronome, qu'on peut trouver des taches même dans le soleil. Oui, on a une autre époque, hein. Il est une chose cependant que M. Babinet a toujours énergétiquement nié, savoir la lévitation des meubles sans contact. M. de Mirville le prend au mot, proclamant qu'une telle lévitation est impossible. Simplement impossible, dit-il. Aussi impossible que le mouvement perpétuel. Qui osera prétendre, après ces déclarations, que la science est infaillible quand elle prononce le mot impossible? Mais après avoir valsé, oscillé, tourné, les tables commencèrent à s'incliner et à frapper des coups, parfois aussi retentissant avec des coups de pistolet. Que dites-vous de cela? Voici la réponse. Les témoins et les expérimentateurs sont des ventriloques. Monsieur de Mirville nous renvoie à la revue des 2 mondes qui publia un très intéressant dialogue imaginé par Monsieur Babinet, parlant de lui-même à lui-même comme Lenzov chaldéen et Lenzov chaldéen des kabbalistes. Que pouvons-nous dire finalement de tous ces faits soumis à notre observation? Ces coups frappés sont-ils réels? Oui. Ces coups répondent-ils à des questions? Oui. Par qui ces coups sont-ils produits? Par les médiums. Par quels moyens? Par la méthode acoustique ordinaire des ventriloques. Mais on nous faisait croire que ces sons pouvaient résulter du craquement des orteils ou des doigts. Ça me fait rire, pardon. Non, car dans ce cas, il partirait toujours du même point, mais bien évidemment, ce qui n'est pas le cas. Là, elle réoriente vers la revue des 2 mondes. Ce qui n'est pas le cas maintenant, demande de Mirville,
Que devons-nous penser des Américains, de leurs milliers de médiums qui produisent les mêmes coups devant des milliers de témoins? Ventriloquisme, assurément, répond Babinet. Mais comment pouvez-vous expliquer une telle impossibilité? C'est la chose la plus aisée du monde. Donnez-vous seulement la peine d'écouter. Tout ce qu'il a fallu pour produire la première manifestation dans la première maison en Amérique, ce fut un gamin des rues frappant à la porte des citoyens qu'il voulait mystifier. Peut-être avec une balle de plomb retenue par une ficelle. Et si M. Wickham, le premier croyant en Amérique, lorsqu'il eut observé cette manifestation pour la 3e fois, si M. Wickham n'entendit point d'éclat de rire dans la rue, c'est à cause de la différence essentielle qui existe entre le gamin français, un Gavroche, et un gamin soit anglais, soit américain. Le dernier est amplement doté de ce que nous appellerons une gaieté triste. Une gaieté triste, a sad merriment. Alors, Babinet, il s'exprime comme ça dans la revue des Deux Mondes. Donc si le gamin, et s'ils n'ont pas entendu rigoler des gamins, c'est parce que vous voyez les enfants des Anglais et des Américains, ils ont une gaieté triste. Voilà, c'est son explication. Ça tient vraiment sur rien. Certes, dit de Mirville, dans sa célèbre réponse aux attaques de Gasparin, Babinet et d'autres savants, d'après notre grand physicien, les tables tournent très rapidement, très énergiquement. Elles résistent même et, comme M. de Gasparin l'a prouvé, elles s'élèvent en l'air sans contact. Un ministre a dit, avec 3 lignes de l'écriture d'un homme, « Je me fais fort de le faire prendre ». Ok. Alors attendez, parce que un ministre a dit, avec 3 lignes de l'écriture d'un homme, « Je me fais fort de le faire prendre ». Bon. Avec les 3 lignes ci-dessous reproduites, nous nous chargeons à notre tour de confondre tous les physiciens de l'univers, ou plutôt de révolutionner le monde, à condition toutefois que M. Babinet eût pris la même précaution que M. de Gasperin. Suggérer l'idée qu'il peut exister une loi, une force inconnue. D'accord. En effet, cela répondrait à toutes les questions. Alors là, elle met encore de Mirville des esprits. En fait, elle fait que finalement reprendre des textes d'autres personnes. Mais bon, voilà un peu la vie, elle oriente, mais quand même. Babinet, investigateur, expert en spiritisme. Lisez ses notes relatives aux faits de théorie psychique. C'est là que vous trouverez sa logique et son raisonnement brillant de tout leur éclat. Il semblerait que M. de Mirville, si nous consultons son récit des merveilles qui se produisirent au presbytère de Cédéville, ait été très frappé de la nature prodigieuse de certains faits. Malgré le constat précis des magistrats enquêteurs, ces faits sont tellement miraculeux que l'auteur des monologues recula. Il recula lui-même devant la responsabilité de leur publication. Ces faits sont les suivants. Au moment précis, prédit par un sorcier, il s'agissait d'une vengeance, ça c'est elle le met entre parenthèses, un violent coup de tonnerre se fit entendre au-dessus de l'une des cheminées du presbytère. Le fluide descendit le long de la maison avec un fracas formidable, passa par la cheminée et jeta par terre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, entre parenthèses, au pouvoir du sorcier. Il se chauffait près de la cheminée. Le fluide, après avoir rempli la pièce d'une foule d'animaux fantastiques, revint à la cheminée par laquelle il remonta puis disparut au milieu du bruit épouvantable qui avait signalé son arrivée. De Mirville ajoute « Nous n'étions déjà que trop riches de faits. Nous reculâmes devant cette nouvelle énormité qui s'ajoutait à tant d'autres. » Pareil, mes notes des esprits. Mais Babinet, qui de concert avec ses collègues s'était moqué de 2 auteurs des monologues, Babinet très décidé d'ailleurs à prouver l'absurdité de toutes les histoires de ce genre, crut devoir enlever tout crédit au phénomène de Cédéville, que nous avons rapporté plus haut. Dans ce but, il ne trouve rien de mieux que de faire un récit plus incroyable encore.
Laissons parler M. Babinet lui-même. Le fait suivant, qu'il présenta à la séance de l'Académie du 5 juillet 1832, c'est bien 32 ou 52, mais je pense que c'est 32, sans le moindre commentaire, donné simplement comme un exemple de foudre sphérique dans les œuvres de de F. Arago, volume 1, page 52. Nous le reproduisons textuellement. Après un violent coup de tonnerre, mais pas immédiatement après, dit M. Babinet, un apprenti tailleur, demeurant rue Saint-Jacques, finissait de dîner lorsqu'il vit un écran de papier qui bouchait l'ouverture de la cheminée tomber, comme poussé par un léger coup de vent. Immédiatement après, il aperçut un globe de feu, grand comme la tête d'un enfant, sortir tranquillement de la grille et traverser lentement la chambre, sans toucher les briques du sol. Ce globe de feu présentait l'aspect d'un jeune chat, de taille moyenne, se mouvant sans se servir de ses pattes. Le globe était particulièrement brillant et lumineux, que chaud et enflammé. Le tailleur n'éprouva aucune sensation de chaleur. Ce globe s'approcha de ses pieds, comme un jeune chat qui voudrait jouer et se frotter contre ses jambes, ainsi que font souvent ces animaux. Mais l'ouvrier retira ses pieds et à son approche, et se levant avec beaucoup de précaution, il évita le contact du météore. Ce dernier resta quelques secondes à tourner autour de ses jambes tandis que le tailleur l'examinait avec curiosité et se penchait au-dessus de lui. Après avoir fait divers tours dans des directions opposées, mais sans quitter le centre de la chambre, le globe de feu s'éleva verticalement jusqu'au niveau de la tête de l'homme qui, pour éviter d'être touché au visage, se jeta en arrière sur son siège. Eh bien, arrivé à environ 1 mètre du sol, le globe de feu s'allongea légèrement, prit une direction oblique vers une ouverture pratiquée dans le mur et au-dessus de la cheminée, à une distance d'à peu près 1 mètre au-dessus de la chambranle. C'est du chambranle, pardon. Ce trou avait été percé pour le passage d'un tuyau de poêle pendant l'hiver. Mais, suivant l'expression du tailleur, le tonnerre ne pouvait pas le voir car il était recouvert par le papier qui tapissait toute la pièce. Le globe alla directement vers cette ouverture, décolla le papier, sans l'endommager, et remonta dans la cheminée. C'est quand même assez dingue. Lorsqu'il arriva au fait, ce qu'il fit assez lentement, il fit explosion avec un bruit effrayant à environ 20 mètres du sol et détruisit en partie la cheminée, etc. Bah dites donc. C'est marrant parce que on n'a jamais documenté un truc pareil. C'est la première fois que je lis un truc du genre. C'est quand même une boule de feu avec un chat dedans et qui en plus finit par exploser. Bon, pourquoi pas, hein. Il semble, remarque de Mirville dans sa revue, que nous pourrions appliquer à M. Babinet l'observation suivante, faite par une femme très spirituelle à Reynols. Si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas que la foi vous manque. Alors là, il renvoie à de Mirville, faits et théories physiques. Ce ne sont pas seulement les croyants qui furent surpris de la crédulité dont fait preuve M. Babinet quand il persiste à nommer cette manifestation un météore, car le docteur Boudin le signale fort sérieusement dans un livre sur la foudre qu'il était en train de publier. Si les détails sont exacts, comme ils paraissaient l'être, dit le docteur, puisqu'ils sont admis par Madame Babinet et Arago, il semble très difficile de conserver à ce phénomène la qualification de foudre sphérique. Cependant, nous laissons à d'autres le soin d'expliquer, s'ils le peuvent, la nature de ce globe de feu, ne produisant aucune sensation de chaleur, ayant l'aspect d'un chat, se promenant lentement dans une chambre, qui trouve le moyen de s'échapper en remontant dans la cheminée par une ouverture dans le mur, ouverture recouverte de papier qu'il décolle sans l'endommager. C'est vrai que c'est bizarre. Elle met voir la monographie de la foudre considérée au point de vue de l'histoire, de la médecine légale et de l'hygiène publique par Monsieur Boudin,
chirurgien en chef de l'hôpital de Boule. Voilà. Nous sommes du même avis que le savant docteur, ajoute le marquis. Il est difficile de donner un nom exact à ce fait, et ne voyons pas pourquoi nous n'aurions pas à l'avenir la foudre sous la forme d'un chien, d'un singe, etc. On frémit à la simple idée de toute ménagerie météorologique qui, grâce au tonnerre, viendrait ainsi se promener à la volonté dans nos appartements. De Gasperin, dans son volume de réfutation, dit « En matière de témoignage, la certitude doit cesser complètement dès que nous franchissons la frontière du surnaturel. » Alors là, pareil, mais De Gasperin, volume 1, page 288. La ligne de démarcation n'étant pas suffisamment établie et déterminée, lequel des deux adversaires est le plus apte à entreprendre la tâche difficile de la fixer? Lequel des deux a le plus de titres pour être accepté comme arbitre public? Est-ce le parti de la superstition appuyé dans les assertions par le témoignage des milliers de personnes? Pendant près de 2 ans, il se pressait dans les pays où se manifestaient journellement, les miracles sans précédent de Cédéville. Maintenant, à peu près oubliés, au milieu d'une innombrable quantité d'autres phénomènes spirites. Devons-nous y croire? Devons-nous nous incliner devant la science présentée par Bobinet? Science qui, sur le témoignage d'un seul homme, entre parenthèses le tailleur, accepte les manifestations du globe de feu, du chat météore, et qui réclame pour lui une place parmi les faits bien établis des phénomènes naturels. Effectivement, c'est parce que c'est un scientifique qui en parle, ça devrait être accepté avec un seul témoignage, alors que dans le reste du temps, c'est pas le cas. Monsieur Crookes, on entend souvent parler de lui. Dans son premier article, Quarterly Journal of Science, du 1er octobre 1871, parle de Gasperin et de son livre La science contre les esprits. Il remarque que l'auteur finit par conclure que tous les phénomènes s'expliquent par l'action de causes naturelles. Il n'y aurait lieu de croire ni à l'intervention des esprits, ni à l'influence du diable. Gasperin considère comme un fait pleinement établi par ses expériences que la volonté, dans certains états de l'organisme, peut agir à distance sur la matière inerte, et la plus grande partie de son ouvrage est consacrée à vérifier les lois et les conditions sans lesquelles cette action se manifeste. Franchement, c'est pas bête quand même. Je pense que ça mérite quand même de l'intérêt. Parfaitement, mais comme le livre de Gasperin a provoqué d'innombrables réponses, défense et mémoire. Alors, oui, c'est ça, défense et mémoire. Il fut alors démontré par son propre ouvrage que M. de Gasperin est protestant, et dès qu'il s'agit de fanatisme religieux, il y a lieu de se fier aussi peu qu'à Madame Desmousseaux et de Mireville. Gasperin est un calviniste d'une piété profonde, tandis que les deux derniers sont des fanatiques catholiques romains. Et oui. Et le problème, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui a un boulot, je sais pas, dentiste, postière, et que d'un coup, elle est authentifiée autant que médium et de qualité, tout de suite elle va être dénigrée. Et inversement, parce que vous êtes ça, voilà, si vous êtes ça, de toute façon, ouais, toi t'es comme ça, donc tu penses ça, ton jugement n'a pas de valeur. Alors qu'aussi, il peut très bien avoir de la valeur, même s'il est catholique. En tout cas, pour le moment, ça les concerne et c'est ce qu'ils pensent. Alors, d'ailleurs Gasperin, par ses propres paroles, trahit son esprit de parti. Je sens, dit-il, que j'ai un devoir à remplir. Je tiens haut et ferme le drapeau du protestantisme en face de la bannière ultramondaine. Alors c'est ultramontaine, etc. Et là, il y a une petite annotation de Gasperin, la science contre les esprits. Dans des questions comme celle de la nature, des soi-disant phénomènes spirites, sur quelle preuve peut-il compter? Uniquement sur le témoignage de personnes sans parti pris, jugeant froidement, et sur celui des savants. La vérité est une, les sectes religieuses sont témoins et chacune prétend avoir trouvé l'inaltérable vérité,
de même que le diable est le soutien principal de l'Église catholique. De même, le surnaturel et les miracles cessent avec l'apostolat, d'après l'opinion de M. de Gasperin. Mais M. Crookes a mentionné un autre éminent érudit, Thury de Genève, professeur d'histoire naturelle, qui fut le confrère de Gasperin lors de l'enquête relative des phénomènes de Valery. Alors c'est Valère, pardon. Le professeur contredit carrément les assertions de son collègue. La première et la plus nécessaire des conditions, dit Gasperin, est la volonté de l'expérimentateur. Sans la volonté, personne n'arrivera à quoi que ce soit. Vous pouvez faire la chaîne, entre parenthèses faire cercle, pendant 24 heures consécutives sans obtenir le moindre mouvement. Pas tort non plus, hein. Donc là, c'est pareil, ça renvoie au même livre, volume 1, page 313 toujours. Cela prouve seulement que Gasperin ne fait aucune différence entre les phénomènes purement magnétiques, produits par la volonté persévérante des assistants, parmi lesquels il peut n'y avoir pas un seul médium développé ou non, et ce qu'on appelle les phénomènes spirites. Les premiers peuvent être produits consciemment, presque par tout le monde, à condition d'avoir une volonté ferme et déterminée. Les seconds dominent le sensitif, très souvent indépendamment de lui. Alors le mesmériste veut une chose, et s'il est assez puissant, cette chose est faite. Le médium, au contraire, même s'il a l'honnête dessein de réussir, peut très bien ne pas obtenir du tout de manifestation. Moins il exerce sa volonté, mieux c'est pour le phénomène. Plus il éprouve d'inquiétude, moins le résultat est probable. Pour mesmériser, il faut posséder une nature positive. Pour être un médium, il faut une nature parfaitement passive. C'est l'alphabet du spiritisme, il n'y a pas de médium qui l'ignore. L'opinion de Thury, ainsi que nous l'avons dit, est tout à fait en désaccord avec les théories de Gasperin sur le pouvoir de la volonté. Il le dit clairement, en quelques mots, dans une lettre en réponse au comte qui l'invitait à modifier le dernier article de son mémoire. Nous n'avons pas sous les yeux le livre Thury, nous citons donc sa lettre telle qu'elle a paru dans le résumé de la défense de Mireville. L'article de Thury, qui avait si fort choqué son pieux ami, avait trait à la possibilité de l'existence et de l'intervention dans des manifestations. Alors là, il met entre guillemets, de volonté, de volonté autre que celle des hommes et des animaux. Voici le texte de sa lettre. Je comprends, monsieur, la justesse de vos observations relatives aux dernières pages de mon mémoire. Elles peuvent provoquer chez les savants en général de très mauvaises dispositions à mon égard. Je le regrette d'autant plus que cette perspective paraît vous affecter sensiblement. Néanmoins, je persiste dans ma résolution parce que je pense que c'est un devoir de le faire. Si je négligeais, je commettrais une sorte de trahison. Si je négligeais ça. Si contre toute attente, il y a quelque vérité dans le spiritisme, je ne m'abstiendrai pas de dire, au nom de la science, telle que je la conçois, l'absurdité de la croyance dans l'intervention des esprits n'est point encore scientifiquement démontrée. C'est bien là, en effet, le résumé des dernières pages de mon mémoire. Ceux qui ont lu le livre seront peut-être enclins à faire des expériences sur les phénomènes. En n'exposant pas toute ma pensée, je risquerais d'attirer ces personnes dans une voie dont la plupart des issues sont équivoques. Sans quitter le domaine de la science, tel que je le comprends, je continuerai à remplir mon devoir jusqu'au bout, sans aucune de ces réticences, dont ma réputation profiterait peut-être, et pour me servir de vos propres expressions, comme le grand scandale est là, je ne désire point en assumer la honte. J'insiste, en outre, sur ce point. La question est aussi scientifique que mainte autre. Si je voulais maintenant soutenir la théorie de l'intervention d'esprit désincarnés, je ne le pourrais nullement parce que les faits connus ne sont pas suffisants pour la démonstration d'une telle hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans la position que j'ai prise, j'ai l'impression d'être fort contre n'importe il pense être dans son droit et plus fort.
J'ai l'impression d'être fort contre n'importe quel adversaire. De bon gré ou non, tous les hommes de science doivent apprendre par l'expérience et par leur erreur personnelle à suspendre leur jugement à ce qui concerne les choses qu'ils n'ont point suffisamment examinées. Oui, il a pas tort, quelque part, même si je suis pas tout à fait d'accord avec lui mais la façon dont il justifie les choses est correcte. La leçon que vous leur donnerez à cet égard ne peut être perdue. Genève, le 21 décembre 1854. Donc tout à l'heure, ça devait être 1852 plutôt que 1832, je pense. Voilà. Analysons cette lettre et tâchons d'y découvrir ce que l'auteur pense ou, plutôt, ce qu'il ne pense pas au sujet de cette nouvelle force. Une chose est moins certaine, le professeur Thury, physicien et naturaliste distingué, admet et va jusqu'à prouver scientifiquement que diverses manifestations ont eu lieu, quand même. Pas plus que M. Crookes, il ne croit qu'elles soient dues à l'intervention des esprits, ni à celle d'hommes désincarnés ayant et étant morts sur la terre. Vous vous souvenez ça? On en a beaucoup parlé, les gens qui pensent faire revenir sans arrêt des gens de la famille, c'est plus complexe. Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent dans ce sens-là. Rien, dit-il dans sa lettre, n'est venu fournir une preuve en faveur de cette théorie. Il ne croit pas davantage au diable et aux démons catholiques de Mirville. Ce dernier cite la lettre de Thury comme un témoignage accablant contre la théorie naturaliste de Gasparin. Dès qu'il arrive à cette phrase, il s'empresse d'en accentuer la portée par une note au bas de page. Cette note dit « à Valérès, peut-être, mais ailleurs, partout ». Là, c'est de Mirville plaide ici pour la théorie des démons, naturellement. Alors après, il y a tout, il y a aussi les aides de la nature, il y a plein de choses, il y a soi, il y a pas mal de choses. Et s'ils avaient tous raison, vous voyez? C'est bien clair. Lui, de Mirville, veut faire comprendre que pour Thury, il s'agit uniquement des manifestations de Valers. Et s'il nie qu'elles aient été produites par des démons, la question reste entière en dehors de Valers. Nous regrettons de le dire, les absurdités et les contradictions auxquelles M. de Gasperin se laisse aller sont nombreuses. Tout en critiquant avec amertume les prétentions des partisans de Faraday, il attribue à des causes parfaitement naturelles des choses qu'il déclare magiques. Il dit, par exemple, si nous avions à nous occuper uniquement de phénomènes tels que ceux vus et inexpliqués par le grand physicien, nous ferions aussi bien de nous taire. Mais nous avons été au-delà. Quel bien pourrait faire maintenant, je vous prie, ces appareils qui démontrent comment une pression inconsciente explique tout. Elle explique tout, et pourtant la table résiste à la pression et à la direction donnée. Elle explique tout, et cependant un meuble, sans être touché par personne, suit le doigt tendu vers lui. Il s'élève, sans contact, et se renverse lui-même, sans dessus-dessous. Hop, je pense qu'elle refait une référence, oui c'est ça, c'est toujours des tables. À part tout cela, il prend sur lui d'expliquer les phénomènes. L'on crierait au miracle, à la magie, dites-vous. Toute nouvelle loi est un prodige pour certaines gens. Calmez-vous. J'assume volontairement la tâche de rassurer ceux qui sont alarmés. En présence de phénomènes de ce genre, nous ne franchissons nullement les frontières de la loi naturelle. Très certainement non. Mais les savants peuvent-ils affirmer que les clés de cette loi sont entre leurs mains? Monsieur de Gasperin pense qu'il les tient. Voyons. Je ne me risque pas personnellement à expliquer quoi que ce soit. Ce n'est pas mon affaire. Constater l'authenticité de simples faits et soutenir une vérité que la science veut étouffer, c'est tout ce que je prétends faire. Cependant, je ne puis résister à la tentation de montrer, entre parenthèses, à ceux qui nous traiteraient volontiers comme autant d'illuminés que de sorciers, que la manifestation dont il s'agit comporte une interprétation cadrant avec les lois ordinaires de la science. Supposez un fluide émanant des assistants et surtout de quelqu'un d'entre eux.
Supposez que la volonté détermine la direction prise par ce fluide. Alors, vous comprendrez aisément le mouvement de rotation et de lévitation de celui des pieds de la table du côté duquel est émis un excès de fluide à chaque acte de volition. Supposez que le verre puisse permettre au fluide de s'échapper. Et vous comprendrez comment un gobelet placé sur une table peut interrompre cette rotation. Vous comprendrez que le gobelet, étant placé d'un côté, produit une accumulation de fluide sur l'autre côté, lequel, en conséquence, est soulevé. Si chacun des expérimentateurs était un magnétiseur habile, l'explication, sauf certains détails importants, pourrait être acceptable. Cependant, elle n'est ni claire ni complète. Voilà qui est bien en ce qui concerne le pouvoir de la volonté humaine sur la matière inerte, selon le savant ministre de Louis-Philippe. Mais alors, que ferons-nous de l'intelligence manifestée par la table? Quelle explication nous est fournie par les réponses à certaines questions obtenues par l'intermédiaire de cette table? Et oui, c'est ça aussi. Il est impossible qu'elle soit des reflets du cerveau des assistants, quoique cette théorie soit chère à M. de Gasperin. Les idées des assistants étaient absolument contraires à la philosophie très libérale professée par cette table merveilleuse. Sur ce point, M. de Gasperin est muet. Il admettrait tout pourvu qu'il ne fût pas question d'esprit désincarné, ni satanique, ni d'esprit élémentaire, ni des esprits de médium même. Ça pourrait être tout à la fois. Avouons-le, la concentration simultanée de la pensée et l'accumulation de fluide ne valent pas mieux que l'action inconsciente du cerveau, et que la force psychique d'autres savants. Il nous faut chercher encore, et, entre parenthèses, nous pouvons le prédire, toutes les théories scientifiques seront aussi impuissantes jusqu'au jour où on reconnaîtra ceci. La force en question, loin d'être une projection des volontés accumulées dans le cercle par les assistants, est au contraire une force anormale, presque toujours étrangère, à ces volontés et ultra-intelligentes. Ok. Dans le cas des adeptes, c'est leur volonté consciente, façonnée par des années de travail, qui opère. Dans le cas des médiums passifs, c'est encore la volonté qui opère. Seulement, elle est inconsciente et dirigée par des influences étrangères invisibles. Le professeur Thury, qui nie la théorie des esprits désincarnés, rejette la doctrine chrétienne du diable et ne semble guère enclin à admettre la 6e théorie de M. Crookes, celle, entre parenthèses, celle des hermétistes et des théurgistes de l'Antiquité. Il adopte celle qui lui paraît la plus prudente, celle qui lui donne l'impression qu'il est fort contre qui que ce soit. Ce qui en ressort de sa lettre à M. de Gasperin. D'ailleurs, il n'accepta pas davantage l'hypothèse de ce dernier sur la puissance inconsciente de la volonté. Voici ce qu'il dit dans l'ouvrage. Quant aux phénomènes annoncés tels que la lévitation sans contact et le déplacement des meubles par des mains visibles, personne n'est capable d'en démontrer l'impossibilité a priori, personne n'a donc le droit de traiter d'absurde des témoignages sérieux qui affirment leur exactitude. Voilà, donc ça c'est dans la page 9. On va s'arrêter ici les amis pour cette partie, donc on fera ce chapitre en 2 parties. Là je suis vraiment à la moitié de la lecture, donc ça devrait aller. Ouais, donc on aura la fin du chapitre sur une autre vidéo. Voilà, qui sera la partie 2, donc n'hésitez pas à vous abonner, pensez à vous abonner. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, mais vous abonner, c'est pour avoir la suite. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je m'excuse pour l'état de fatigue dans lequel je vous ai lu cette lecture, c'était pas très simple au départ. Et avec Elena Blavatsky, on a toujours une traduction un peu particulière. Voilà, si vous êtes un petit peu endormi, ce n'est pas grave, c'est fort possible parce que moi-même j'ai transmis un peu moins de dynamisme, mais j'espère que voilà, ça vous sera tout de même profitable. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Je vous dis à bientôt avec un gros bisou sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.